Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. L'infrastructure des loisirs immense en Bretagne. La mauricienne croisée de la puissance française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Eh bien donc, Parole de Breton saison 2, le nouvel épisode. Un nouvel épisode avec deux personnes qui sont venues nous voir et qui vont se présenter. Cécile, j'habite à Pontrieux, enchantée. Ok. Et moi, Denis, j'habite à Ploézal. D'accord, ok. À Ploézal même, punaise. Et Anne qui nous fait le plaisir d'être là une fois de plus, et ça c'est cool, et qui donc vous connaissez, et c'est elle qui vous a, entre guillemets, ramené. Recruté, voilà. Exactement. Voilà. Et donc vous avez une particularité, et c'est Anne qui va nous en parler. Eh bien, j'ai appris, Cécile et Denis, que vous avez, dans votre vie, passé 8 mois en Mongolie. Et j'ai trouvé ça quand même assez inhabituel, étonnant, incroyable, et peut-être même totalement mystérieux. Je me suis demandé comment vous vous êtes retrouvés là-bas. Et voilà, si vous voulez bien nous raconter des choses. Eh bien, écoutez, beaucoup de gens nous demandent pourquoi la Mongolie. Nous, on leur répond, pourquoi pas. Oui. Voilà, c'était ça notre motivation. D'accord. On avait envie de bouger. Il se trouvait que Cécile cherchait un emploi. Et l'occasion s'est présentée à nous, un poste d'enseignante à l'école française de Mongolie, en remplacement pour 7 mois. Et puis moi qui vis avec Cécile, qui l'accompagne et qui en a profité pour donner des cours de français dans des universités de Oulan-Bator. Alors Oulan-Bator, on ne connaît pas bien, nous. Oulan-Bator qui est la capitale de la Mongolie. D'accord, ok. La capitale, c'est combien d'habitants? Juste pour avoir une idée. Alors, c'est 1,5 million d'habitants, Ah ouais. mais c'est en fait la moitié de la population en Mongolie. Il y a 3 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est grand 3 fois comme la France. Voilà, donc la moitié de la population de Mongolie vit dans la capitale. Mais moi, ma question que je me pose, c'est mais qui prend des cours de français là-bas? En fait, l'école française de Mongolie, c'est une école qui accueille... c'était une toute petite école à l'époque, en tout cas, c'était il y a environ 8 ans, avec 3 enseignants, avec donc classe de maternelle jusqu'en CM2, et puis une élève en CNED 6e. Et voilà, et qui est qui? Des enfants de familles mongoles qui avaient envie que leur enfant apprenne le français et soit bilingue français. D'accord. Et puis des enfants d'expatriés, évidemment, ou de familles mixtes aussi, de familles où on en avait quand même quelques-unes, pas mal d'enfants de familles mongoles et françaises. Voilà, tout simplement. Ok. Et toi, c'était qui les élèves Alors moi, je suis parti, j'étais à la retraite déjà, et donc il m'est venu à l'idée de proposer de faire des cours de français sur les universités. J'ai pris le plan d'Oulan-Bator, j'ai regardé, il y avait 6 ou 7 universités, pratiquement toutes les grandes écoles sont dans la capitale. Donc je suis allé rencontrer les responsables, je leur ai dit voilà, je suis français, si vous voulez, je vous propose des cours gratuits de français. Donc on m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit des cours gratuits, c'est pas possible. Moi j'ai dit si. Si, c'est possible. Moi l'argent ça m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est de rencontrer des gens. Et donc j'ai donné des cours en faculté de médecine, de psycho, de français, les facs de français. Voilà, et puis c'était bien intéressant parce que c'était des gens. Alors au début, je partais pour donner des cours aux étudiants. Et puis il s'est trouvé que les étudiants ont trouvé que le français c'était un peu difficile. Et donc je me suis retrouvé surtout à faire des cours aux profs. D'accord. C'était marrant, c'était sympathique, ils avaient envie d'apprendre. Mais alors, typiquement, comment on fait on parle pas. Enfin, moi, je sais, moi, que vous parliez couramment le mongolien. Oh, pas du tout. Le mongol d'ailleurs. Le mongol. Pardon, je sais pas comment on dit. Oui. Et un mongol, c'est. C'est un mongol. C'est un mongol, Oui. ok, parfait. Je suis désolé, Non, je non, couperai non. ça au montage. Non, mais comment on fait alors pour
Pour apprendre une langue à quelqu'un qui... Parle anglais. Ah, parle anglais, ok. Des gens qui connaissent un petit peu d'anglais, autant que moi. Voilà. Et puis, Avec moi, des images. j'avais une expérience de cours de français que je donnais là où on habitait auparavant, dans le Lot, à des réfugiés. Ah oui. Donc, j'avais une petite expérience. Les allophones. Et puis on apprend excusez-moi, je bafouille. Ouais, ça- Euh, J'ai bien dit Mongolie. quand hein. on veut communiquer avec les gens, on y arrive toujours, quoi. Ça, on s'en est rendu compte pendant nos 7-8 mois, parce qu'on a appris le mongol, on a essayé d'apprendre le mongol. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Ah oui. En gros, c'est ça le mongol. Mais quand il y a une volonté de communiquer, c'est-à-dire d'écouter l'autre, on a très vite communiqué avec des Mongols qui ne parlaient pas un mot d'anglais et nous parlaient un autre mongol, et on arrivait à se faire comprendre. Et finalement, quelle que soit la personne, s'il y a la volonté de parler entre nous, ça passe, quoi. Il n'y a pas que la parole. C'est le langage des signes, alors? C'est des choses comme ça? Ah non. Moi, donc les cours pour revenir aux cours aux universités, c'était donc un peu d'anglais, un petit peu de français. Et j'avais 3 mots de mongol, un peu de mongol. Et puis, oui, des dessins. Un peu comme à la maternelle aussi, on apprend aux enfants. Ça, c'est une maison. Alors, c'est du phonétique. Voilà. Et c'était bien sympathique. J'ai fait des chouettes rencontres avec des profs vraiment intéressants, des étudiantes aussi, qui m'ont donné des cadeaux en partant. Et... ouais, c'était chouette. C'était chouette. Et toi, alors, tu as gardé de ça quel souvenir? Je veux dire, est-ce que ça donne t'as envie de revenir ou bien tu te dis, bon, c'était chouette, mais... En fait, c'était une belle expérience professionnelle déjà, parce que moi, je n'étais pas institutrice du tout au départ. Voilà, donc j'ai été enseignante, effectivement, mais pas du tout pour des enfants de primaire. Donc j'ai déjà découvert le métier d'institutrice, enfin de professeur des écoles, comme on dit maintenant. Donc ça, c'était une chouette expérience dans une toute petite école avec énormément de liberté pédagogique, des enfants motivés, une toute petite classe, hein, j'avais 5 élèves quand même. Voilà, donc c'était d'autant plus facile pour mettre en place des projets. Et puis, donc déjà ça. Et puis ensuite, la découverte d'un pays qui est assez extraordinaire, il faut le dire. Très, très dépaysant. Qu'est-ce que tu peux dire d'extraordinaire alors? La Mongolie, c'est un peu, je dirais, à l'opposé de notre culture. C'est un pays de nomades. Et en fait, le nomadisme, c'est pas du tout nous dans nos gènes ni dans notre culture. Et du coup, alors ils sont nomades même quand ils vivent plus dans des yourtes, parce que c'est des gens qui ont un rapport au bien matériel et à l'accueil qui est très particulier, très spécifique aux nomades. Et dès qu'on sort, effectivement, y compris de la capitale, parce qu'en fait, il y a très peu de villes. Hein. Il y a essentiellement la capitale et puis 1 ou 2 grandes villes, c'est tout. Voilà, puisque c'est des nomades, donc forcément, il n'y a pas de ville au départ. Dans leur histoire, il n'y a pas de ville, en tout cas. Et donc, dès qu'on sort, on est dans les steppes et il y a des yourtes, en fait, tout simplement. Voilà. Et la yourte, c'est un habitat qui se déplace, c'est ça? Oui. On peut le plier, puis le mettre sur je sais pas quoi, d'ailleurs, sur quoi on le met pour le en pour fait, le bouger. ils le mettent sur des chariots, maintenant sur des camions plutôt. Mais sinon, c'est des chariots qui sont tirés par des chevaux. Voilà. Des traîneaux, un peu mode traîneau. Voilà. Et donc, oui, effectivement, la yourte, c'est un habitat nomade parce que quand même, en dehors des 1,5 million qui vivent dans la capitale, qui sont donc sédentarisés, les autres, ils sont toujours nomades, donc c'est des gens qui se déplacent avec leurs troupeaux de chèvres, essentiellement, mais aussi un peu de bovins, pas trop quand même, des chevaux aussi, énormément. Ils ont tous des chevaux, des gros troupeaux de chevaux, et ils se déplacent en fonction des saisons. Ils vivent de quoi alors? Ils vivent de l'élevage, de leur élevage, voilà. Du lait. Oui, et puis du cachemire, des chèvres, voilà. Parce que, et c'est d'ailleurs un gros problème pour eux au niveau écologique, parce que le cachemire, c'était une manne assez inespérée financièrement.
étant donné, on voit bien nous, hein, les vêtements en cachemire, le prix que ça coûte, voilà. Et donc, ils se sont tous mis à avoir des énormes troupeaux de chèvres pour le cachemire. Mais le problème des chèvres, c'est que ça mange tout. Et que, en fait, les chèvres, elles rasent la steppe à fond. Qui n'a pas le temps de repousser. Voilà, et qui, étant donné le climat et en plus le réchauffement climatique qui s'applique à fond, parce que la Mongolie, c'est le pays au monde le plus continental. C'est un pays qui est coincé entre la Russie et la Chine, et donc qui prend de plein fouet le réchauffement climatique. Donc, les extrêmes de température l'été et l'hiver. C'est un pays qui est sous la glace plus de 6 mois dans l'année, presque 8 mois, oui. Et du coup, le reste du temps, il peut faire très chaud, il pleut quasiment pas. Et donc, au niveau de la nature, c'est compliqué, quoi. Et c'est de plus en plus compliqué. Donc, les froids extrêmes sont compliqués pour les troupeaux, parce qu'ils vivent dehors tout le temps. Il n'y a pas de grange, tout ça, ça n'existe pas dans un mode de vie nomade. Et voilà, et donc c'est quand même, je dirais que c'est une culture qui est appelée à disparaître, hein, de toute façon, parce que il n'y a plus les conditions pour qu'ils puissent continuer à développer leur mode de vie. Dans vos rencontres, vous avez pu rencontrer des gens qui étaient conscients de ça, d'être un peu une sorte de point de bascule et d'aller vers un... Ou non, c'est une... Ah, si, ils sont bien conscients des problèmes climatiques, ils les affrontent de face et ils les vivent vraiment en tête. Ils se rendent compte que les hivers sont plus froids, ça peut aller jusqu'à des températures de moins 40, moins 50, chose qui arrivait auparavant ponctuellement et qui maintenant arrive de plus en plus fréquemment. Et l'été, des températures plus chaudes aussi, ce qui fait que l'herbe ne pousse plus ou très peu. Ça a surajouté le problème des chèvres angora, cachemire, pardon. Ça fait que, oui, tout ça, ils se rendent bien compte du changement climatique. Hein. Oui. Et puis de toute façon, toi, tu as fréquenté beaucoup des jeunes. De toute façon, les jeunes, ils ne veulent pas rester dans la culture nomade. Ils font des études, ils sont à l'université, ils vivent en ville. Et ils ne veulent pas retourner vers la culture de leurs parents, quoi. C'est quoi une ville là-bas ? Oulan-Bator, c'est comme toutes les grandes villes du monde. Hein. Ah ouais, Après, c'est très russe dans son architecture, parce qu'en fait, les villes ont été construites, les rares villes qui existent, dont Oulan-Bator, ont été construites au moment où la Mongolie était sous protectorat, enfin en tout cas jusque dans les années 90, c'était la Russie qui gérait les affaires de la Mongolie. Voilà. Et donc c'est eux qui ont amené en fait les villes, hein, les bâtiments. Donc effectivement, on n'est pas allé en Russie, mais on peut imaginer que ça ressemble beaucoup à une grande ville russe. Après avec des immeubles, des gratte-ciel. Ça ressemble à n'importe quelle ville avec des magasins standardisés, quoi. Oui, complètement. Standardisés et avec des envies de ressembler aux grandes villes européennes, américaines. Oui, comme si c'était le top, quoi. Il y a quelquefois des aberrations. On a vu des centres commerciaux hyper luxueux avec personne dedans. Mais comme je pense, on voit en Russie aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment un modèle, de copier un modèle d'économie capitaliste occidentale dans tout ce qu'elle a d'excessif. Mais en face, il n'y a pas le pouvoir d'achat, il n'y a même pas les habitudes. Il y avait plus de monde au marché, parce qu'il y a des marchés permanents là-bas qui pourraient s'apparenter à des souks, mais des souks mongols, voilà, donc avec du moins 40 et les pieds qui gèlent au bout de 10 minutes. C'est un peu la même idée. Et là, il y a énormément de monde, alors que dans ces grands centres commerciaux, il n'y a personne, en fait, parce que ça ne correspond pas du tout. Mais bon, ça existe quand même. Et alors, puisque c'est quand même un autre pays, c'est le cas de le dire, c'est quoi qui vous a marqué le plus là-bas ? Qui nous a marqué le plus ? Je pense nos séjours dans les yourtes et dans la campagne. Enfin, je pense que ça reste quand même... L'accueil des Mongols. Oui.
Ce sont des gens très, très, très accueillants. Alors, quand vous arrivez chez eux, ils ne sont pas très causants. Bon, déjà, on ne cause pas la même langue. Mais alors, ils vous ouvrent la porte. De toute façon, en Mongolie, c'est simple. Quand vous arrivez auprès d'une yourte, d'abord, vous attendez que les chiens soient calmés par les maîtres, parce que sinon, vous risquez de vous faire bouffer. Et s'il n'y a pas de chien, s'il n'y a personne, vous arrivez, vous ouvrez la yourte, vous ne frappez pas à la porte, vous entrez et vous êtes accueilli. On vous accueille avec un verre de soutsete, du thé salé, un bonbon, et voilà. Et là, ça se fait, quoi. Parce que c'est leur vie aussi, c'est une vie difficile. On peut faire 200, 300 km sans voir une yourte. Donc, quand quelqu'un passe et qu'il s'arrête, il n'est pas question de le foutre dehors, quoi. Ils sont très, très, très hospitaliers. C'est chouette. Ouais. Et toi ? Ben oui, c'est Jean. effectivement. Moi, j'ai été assez étonnée de cette culture nomade qui persiste et qui, à mon avis, n'a pas changé du tout depuis des siècles. Voilà, c'est une vie qui est très ritualisée. Ritualisé, tu veux dire sur le plan religieux ? Ou Non, des croyances ou de... Oui, des croyances, mais pas tant religieux par rapport à la religion, à une religion. Hein. Ils sont surtout bouddhistes tibétains. Enfin, c'est la religion qui domine encore là-bas. Mais surtout, tout est ritualisé parce qu'en fait, comme c'est une vie qui est quand même compliquée, très liée à la nature, relativement minimaliste, on va dire, par rapport à nous, ce qu'on peut connaître. Et du coup, tous les gestes de la vie quotidienne, la place de chacun, le rôle de chacun, la façon de se comporter dans la yourte, justement, qui est le seul habitat où il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de pièce, c'est une seule et même pièce où tout se passe. Il n'y a pas d'intimité. Donc, mais quand même, tout est très, très codifié, très ritualisé, très respectueux aussi. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai été très marquée par ça parce que nous, on n'a plus ça dans nos vies et dans nos cultures. Alors, c'est des choses qu'on retrouve aussi quand on voyage chez d'autres peuples qui, pour moi, sont un peu des peuples premiers. Enfin, en tout cas, des peuples avec une culture très, très ancienne et qui perdure. Peut-être. Je n'ai pas encore découvert ça en Bretagne, mais ça va venir sûrement. Voilà, donc moi, c'est surtout ça qui m'a marqué en fait. Et on a passé un mois dans l'Altaï, donc qui est la montagne la plus à l'ouest, qui fait la frontière avec le Kazakhstan. Et donc là, on a rencontré les Mongols kazakhs, qui eux sont musulmans, et qui vivent aussi dans les yurts, mais dans la montagne, au pied des montagnes, et qui développe aussi tout un tas de rites et de modes de vie qui se rapprochent des autres. On reste en relation ou pas ? Alors oui, bien sûr, on reste en relation. On est resté longtemps en relation et on l'est encore d'ailleurs épisodiquement avec des gens qu'on a côtoyés là-bas pendant notre séjour, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont très branchés réseaux sociaux, voilà, évidemment. Très Facebook. Mais voilà. Très Facebook. Donc c'est simple alors. Donc c'est simple. Oui, complètement, oui. Et puis c'est des gens qui, comme disait Denis, qui sont accueillants, mais pas que ponctuellement. Quand ils créent des liens, ils créent des liens. Ils ne vous oublient pas. Non, ils n'oublient pas. Non. Et puis, ce sont des gens qui... La France les fait rêver aussi, pour beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient venir finir leurs études en France. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir de la famille installée en France qui voudraient bien venir voir leurs frères, sœurs. Et c'est extrêmement compliqué. Et oui, je ne sais plus trop où je voulais aller. Du coup, on garde aussi des liens parce que on garde des liens. C'est un pays qui les attire on a aussi. Beaucoup de liens. Avec le temps, bien sûr, ça s'effiloche un petit peu, mais on s'envoie toujours des mails. En retour de Mongolie, dans les 2 années qui suivaient, on a vendu au marché de Noël des chaussettes qui venaient de la Mongolie pour une association. Voilà, et puis oui, ce sont des gens... c'est difficile de rompre les liens. Et alors, on y retourne ?
Ben, On ne sait pas. on ne sait pas parce que on a encore des envies de voyage. On se dit que bon, des fois on se dit c'est peut-être un peu bête de retourner au même endroit, mais je vous cache pas que l'école française de Mongolie recrute à nouveau pour la rentrée 2025 et que C'est bien tentant. ça me questionne. D'accord. C'est bien tentant. C'est vrai qu'on aime bien aller voir d'autres contrées, découvrir d'autres choses. Mais l'expérience a été tellement heureuse que c'est vrai que ça démange un petit peu. Ouais, sans remettre Mais- 9 mois, quoi. Est-ce que vous pensez que le tourisme est quelque chose qui peut menacer, menacer, je m'entends, je veux dire, mais dénaturer ce pays Non, il y a très peu de. En fait, il y a peu de touristes en Mongolie, hein. Quand on parle de la Mongolie, la plupart des gens nous disent oh là là, mon rêve, j'ai toujours rêvé la Mongolie, les grandes steppes à cheval, enfin voilà, etc. Mais en fait, très peu de gens y vont. C'est un pays où il faut avoir envie de très grands espaces. En fait, il y a rien à visiter en Mongolie. Il n'y a pas de bâtiments. Tous les temples quasiment ont été détruits par les Russes. Donc même au niveau religieux, il n'y a rien. De toute façon, je vous ai dit, c'est un peuple mongol. Il a toujours été nomade. Et du coup, il y a rien, il n'y a pas de construction. Ulaanbaatar, c'est une ville qui est chouette, qu'il faut apprendre à découvrir. Mais bon, on ne va pas en Mongolie pour visiter Ulaanbaatar, quoi. Oui. Voilà. Donc de toute façon, c'est un pays qui attire une forme de tourisme, mais qui est quand même très restreint. très atypique. Beaucoup, Voilà, beaucoup de très Français atypique. vont là-bas pour faire du cheval. Ah oui. Ouais. Donc c'est vrai que c'est formidable. Il y a des grands espaces, ils ont des chevaux magnifiques. Et les personnes qui aiment monter, Faire la ça randonnée, éclate bien. Après, c'est difficile de partir avec son camping-car en Mongolie, déjà c'est loin. Et puis arriver dans le pays, il n'y a pas de panneau indicateur, il n'y a pas de route Il n'y a pas de goudronnée route pratiquement. quasiment. Il y a 3 routes en Mongolie, Donc, le reste c'est de la piste. Donc il faut des guides absolument. Oui, d'accord. Donc le tourisme n'est pas hyper développé, non. D'accord. Non, c'est pas le tourisme qui fout en l'air la Mongolie, c'est le réchauffement climatique et puis c'est les métaux rares. Voilà. Ça a été le charbon pendant longtemps, hein, exploité, surexploité. Et puis maintenant, c'est les métaux rares dans le désert de Gobi. C'est là le Et voilà. fameux désert de Gobi. Ah bah oui, Ouais, le désert de Gobi, il est en grande partie en Mongolie. Ok. Pas uniquement, Moi, mais voilà. la J'ai appris Chine quelque et chose, Mongolie. ouais. Et voilà, et c'est ça qui, à mon avis, abîmera la Ouais. Mongolie et finira d'abîmer la culture nomade. Les grosses entreprises australiennes, chinoises viennent Ouais. s'implanter pour extraire. et exploiter les minerais rares. C'est une sorte de Tibet, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est oui, ça. oui, Ouais. oui, Mm. oui. Ouais, complètement. Bon, ça fait déjà 22 minutes qu'on se parle, Eh ben là. oui. C'est Ça va incroyable. vite. On a appris plein de choses. On peut tenir 3 heures. Si vous Moi, je voulez. n'en doute même Ouais. pas une seconde. Puisqu'on en est là et que c'est l'heure de se quitter quasiment, est-ce que j'ai déjà posé des questions, mais là, est-ce que vous avez entendu musicalement quelque chose là-bas? Ah oui. Ah oui, complètement. Ah oui. oui, oui, On a oui. assisté à des spectacles et voilà, donc la musique. La musique mongole, alors la musique mongole la plus réputée, c'est le chant diphonique. Ok. Ce sont des gens qui arrivent à faire 2 voix en même temps. Ah oui. Alors, Deux on notes. peut pas vous le faire. J'ai entendu parler de ça. Je vous fais n'importe quoi. On en passera dimanche. Ouais, Et on fera c'est assez exceptionnel. Et ils ont des musiciens. Ils ont des instruments très spécifiques aussi, ouais. Et il y aura ça à votre. On Bah, verra on quelque va- chose? Oui, vous verrez, ok. vous On va verrez faire- des vidéos. Oui, Oui. une petite vidéo Bon, ben, d'un spectacle qu'on avait eu l'occasion de voir. Et voilà, mais c'est très restreint. Oui, oui, bien sûr, mais Oui, c'est mais juste. ça donne- Ça donne une Ça donne idée. une petite idée. Ouais. Et Anne, tu as une question à poser? Moi, comme question, je voulais vous poser, c'est quand même en rapport avec ce voyage, mais quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement? Ou est-ce que non, vous avez remis vos chaussons, c'était impeccable, il n'y a pas de On souci? n'a pas eu de difficultés particulières. On est rentré et puis on a repris notre vie française. Oui, non, en fait, nos retours de voyage en général, Se passe bien. c'est pas compliqué, oui, parce que peut-être on avait le sentiment d'avoir fait ce qu'on voulait y faire et Oui. que On est rentré Voilà, moi- satisfait d'un voyage Oui. et disant bon maintenant où est-ce qu'on part?
Voilà, où est-ce qu'on repart? On n'est pas reparti tout de suite, mais assez rapidement quand même. Mais c'est vrai que oui, c'était plus... puis moi, mon travail était terminé. Enfin, il y avait ça aussi. Quand il y a quelque chose qui était prévu et qui s'achève. Oui, c'est certain. Voilà, et on était contents de retrouver nos familles, voilà, parce qu'on n'est pas parti pour fuir quoi que ce soit. On est vraiment parti sur du positif pour s'enrichir. Et on est revenu riche de plein de choses. Donc... on était contents de reprendre notre vie avec ça. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre participation Merci à Parole à vous. de Merci de Breton. nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Merci. À très bientôt et au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.